Il a simulé sa propre mort pour tester sa famille. Ce que sa femme a fait ensuite va vous briser le cœur. Et si la personne en qui vous avez le plus confiance, vous trahissez au moment où vous êtes le plus vulnérable? Voici l'histoire vraie, bouleversante et pleine de rebondissements, d'un milliardaire africain qui a tout risqué pour connaître la vérité sur son entourage. Entre secrets de famille, trahison glaciale, renaissance morale et révélations déchirantes. Préparez-vous à plonger dans l'un des récits les plus puissants que vous entendrez cette année. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez pourrait changer votre regard sur l'amour, l'argent et la loyauté. Dans les rues paisibles de Kumbala, un village africain en pleine mutation entre traditions anciennes et modernité galopante, vivait un homme qui semblait tout avoir. Son nom, Moussa Diabaté, un milliardaire respecté, craint et admiré, dont la fortune bâtie sur les mines d'or et les investissements agricoles faisait trembler jusqu'aux plus hautes sphères du pays. Mais ce que peu savaient, c'est que Moussa n'était pas un homme comblé. Depuis quelque temps, un doute grandissait en lui, insidieux, ravageur. Était-il aimé pour ce qu'il était, ou pour ce qu'il possédait? Sa femme, Aïssata, belle comme une reine peule, au regard tendre et aux gestes doux, partageait sa vie depuis 15 ans. Ensemble, ils avaient élevé 2 enfants, Saliou et Fatimata, et vécu entre manoirs luxueux et safaris privés. Mais l'ombre du doute planait désormais sur leur bonheur. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait sur Kumbala, Moussa s'enferma dans son bureau, relut un vieux manuscrit laissé par son père, un proverbe enfoncé dans le cœur du papier. Quand le vent souffle fort, les masques tombent. Ce fut la révélation. Il appela son homme de confiance, tonton Boubacar, un vieil ami fidèle qu'il avait vu passer de vendeur de charbon à roi de l'or. Ensemble, ils ourdirent un plan fou, risqué, mais nécessaire. Moussa allait simuler sa mort. Pas pour fuir, ni pour se venger, mais pour connaître la vérité. À l'aube du lendemain, un communiqué tomba sur les chaînes nationales. Le grand homme d'affaires Moussa Diabaté est décédé subitement lors d'un voyage discret au Maroc. La nation est en deuil. Une fausse dépouille, un cercueil scellé, des larmes versées devant les caméras. Et dans l'ombre, Moussa observait. Mais ce qu'il allait découvrir allait briser bien plus que son cœur. Le soleil venait à peine de se lever sur Kumbala que les tambours du malheur résonnaient dans tout le village. À la radio, sur les chaînes nationales, dans les marchés, dans les taxis. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Moussa Diabaté était mort. Des femmes s'étaient mises à pleurer dans la rue. Des chefs religieux récitaient des prières dans les mosquées et les radios locales diffusaient de la musique douce, comme pour calmer le tumulte. Mais dans la villa principale, sur les hauteurs de Kumbala, là où le marbre blanc et les colonnes dorées gardaient le silence des secrets, Aïssata, la veuve présumée, n'avait pas pleuré. Elle s'était levée, s'était regardée longuement dans le miroir, et dans ses yeux, aucun éclat de tristesse. Seulement une lueur froide, presque glaciale. Elle descendit l'escalier, vêtue d'un grand boubou noir brodé, et ordonna aux domestiques d'organiser une veillée, mais sans grande émotion. Puis, à voix basse, elle appela discrètement son avocat. « Maître Diop, il est mort, comme prévu. Activez les démarches. Il faut que la succession soit réglée rapidement. » L'homme, à l'autre bout du fil, sembla hésiter. « Madame, vous ne pensez pas attendre au moins les 7 jours de deuil? C'est la tradition. » Mais Aïssata coupa court. « La tradition ne nourrit pas mes enfants. Faites ce que je vous dis. » De l'autre côté de la ville, dans une maison modeste, Moussa, caché derrière des rideaux, observait la télévision, le regard rivé sur le visage de sa femme. Il espérait y voir une larme, un tremblement, un soupir de douleur. Mais rien. Elle n'a même pas pleuré, murmura-t-il. Tonton Boubacar, assis à côté de lui, posa une main sur son épaule. Moussa, parfois, les larmes les plus profondes sont invisibles. Mais le milliardaire secoua la tête. Non, Boubacar. Ce que je vois là, ce n'est pas le deuil. C'est de la stratégie. Elle veut ma fortune. Et pour la première fois depuis des années. Moussa sentit son cœur frissonner de solitude. 2 jours après l'annonce officielle de la mort de Moussa Diabaté, la grande villa de Kumbala s'était transformée en un théâtre d'hypocrisie. Hommes politiques, chefs religieux, entrepreneurs, journalistes, tous défilaient pour rendre hommage aux défunts, un verre de bissap à la main et un sourire calculé sur les lèvres. Mais derrière les rideaux épais du salon, Aïssata, la veuve éplorée, menait une guerre silencieuse, celle de l'héritage. Elle avait convoqué en urgence le notaire de la famille, Maître Ndiaye, un homme loyal, discret et fidèle à Moussa depuis près de 20 ans. Il arriva avec une mallette en cuir usé, les traits tirés par la fatigue et le poids de ce qu'il savait. « Madame Aïssata, dit-il d'une voix grave, nous devons attendre au moins la fin des funérailles officielles pour ouvrir le testament. » Mais elle insista, son regard devenu tranchant comme une lame. « Non. Moussa est parti.
Je suis sa seule épouse. Et je veux savoir ce qu'il m'a laissé. Ouvrez-le. Maître Ndiaye hésita, puis sortit un document scellé. Sur l'enveloppe, une écriture ferme et élégante. À n'ouvrir qu'après mon enterrement officiel. Aïssata l'arracha presque de ses mains. Elle brisa le sceau. Mais à l'intérieur, rien de ce qu'elle espérait. La lettre, écrite de la main même de Moussa, disait « Si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus parmi vous. Mais avant de remettre quoi que ce soit, Maître Ndiaye devra s'assurer de 3 choses. 1. Que Aïssata a observé la période de deuil avec sincérité. 2. Que mes enfants ont montré de la dignité et non de la cupidité. 3. Que mon ami Boubacar valide que la mémoire de mon nom a été respectée. Car plus que l'or, je lègue mes valeurs. » Le visage d'Aïssata pâlit. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Ndiaye garda le silence. Pendant ce temps, dans sa cachette, Moussa avait tout entendu. Grâce à une caméra cachée installée dans le bureau, il observait, chaque soir, les agissements de sa famille. Et chaque soir, son cœur se fendait un peu plus. Mais ce qu'il allait découvrir le lendemain allait bouleverser toutes ses certitudes. Le 3e jour après l'annonce de sa mort, Moussa Diabaté observait son passé comme on regarde un film tragique. Dans l'obscurité de la chambre où il se cachait, les images défilaient sur un petit écran. La veillée funèbre, les paroles échangées, les visages qu'il croyait connaître. Mais ce qui le touchait le plus, c'étaient ses enfants. Saliou, son fils aîné de 24 ans, étudiant en droit à Dakar, avait fait le déplacement précipitamment. Silencieux, presque effacé, il passait ses journées assis sous le manguier derrière la villa, regardant les visiteurs entrer et sortir sans dire un mot. Un serviteur murmura un jour. Saliou ne parle plus. Depuis qu'il a appris la mort de son père, il refuse de manger. Il dit qu'il n'a rien mérité. Que son père est parti sans lui dire s'il était fier de lui. Moussa sentit son cœur se serrer. Il se souvenait des mots durs qu'il avait dit à Saliou lors de leur dernière dispute, quelques mois plus tôt. Tu ne seras jamais un vrai homme tant que tu vis dans mes ombres. Et maintenant, dans ce silence douloureux, il comprenait que son fils n'avait jamais voulu sa richesse. Il voulait sa reconnaissance. Et puis il y avait Fatimata, la Benjamine, 18 ans à peine. Brillante, vive, toujours le mot pour faire rire. Mais depuis l'annonce, elle avait changé. Dans sa chambre, elle écrivait sans arrêt dans un carnet bleu, chaque page remplie de souvenirs, de larmes, de poèmes qu'elle ne partagerait avec personne. Une nuit, elle glissa son carnet dans les mains de la servante et dit « Donne-lui ça, à papa, s'il peut encore m'entendre là-haut. » Le carnet parvint, en secret, jusqu'à Boubacar. Moussa l'ouvrit. Et à chaque page, il fondit un peu plus. Une phrase revenait, comme un refrain. « Je t'aimais pour ton cœur, pas pour ta fortune. Pourquoi tu ne l'as jamais vu, papa ?» Des larmes coulèrent pour la première fois sur les joues du milliardaire caché. Mais tandis qu'il pleurait l'amour qu'il avait laissé faner, Aïssata, elle, passait à l'action. Car dans l'ombre de la tristesse, elle préparait un coup que même Moussa n'aurait jamais imaginé. Tandis que la villa s'imprégnait du calme apparent du deuil, Aïssata agissait dans l'ombre, comme une reine en pleine guerre de palais. Son regard ne quittait plus l'horloge accrochée au mur du salon. Chaque seconde qui passait représentait un pas de plus vers son objectif, prendre le contrôle total de l'empire Diabaté. Elle savait que le testament ne jouerait pas en sa faveur tant que les conditions fixées par Moussa n'étaient pas remplies. Mais elle n'avait pas l'intention d'attendre. Dans la nuit, elle reçut la visite d'un homme que peu osait fréquenter, Amadou le Cobra, un notaire corrompu, réputé pour falsifier des documents aussi vite qu'il falsifiait sa morale. « Je veux que tu m'aides à rédiger une nouvelle version du testament, » lui dit-elle sans détour. « Tu sais que c'est risqué. »« Très risqué, » répondit Amadou en plissant les yeux. « Je sais. Et je suis prête à payer. » Sur la table, elle posa une mallette. Quand Amadou l'ouvrit, ses yeux brillèrent comme ceux d'un chacal dans la nuit. « Je veux que tu fasses disparaître les clauses de loyauté, » reprit-elle. « Je veux que le testament dise que tout me revient. Les terres, les comptes, les maisons, les sociétés, tout. Et je veux que ce soit daté d'un mois avant sa mort supposée. » Amadou réfléchit. Puis il hocha la tête. « Dans 3 jours, ce sera fait. » Pendant ce temps, Boubacar surveillait les agissements d'Aïssata avec méfiance. Il avait remarqué ses allées et venues nocturnes, les chuchotements au téléphone, les réunions discrètes avec des hommes inconnus. Il rapportait tout à Moussa. « Elle n'attend même pas la fin du deuil pour dévorer ton royaume. » Moussa, accablé, murmura. « Je l'ai épousée parce qu'elle avait l'air pure, forte, droite. Mais peut-être que c'est moi qui ai été aveugle. Ou peut-être que c'est la richesse qui corrompt tout. » Il serra le carnet de Fatimata contre lui. « Il faut que je sauve mes enfants. »
avant qu'elles ne les utilisent, eux aussi. Mais il ne savait pas encore que le piège se refermait, lentement sur lui. 2 jours plus tard, dans une pièce exiguë derrière la grande mosquée de Kumbala, Amadou, le cobra, remit à Aïssata une enveloppe scellée. « Voici le Nouveau Testament », dit-il avec un sourire tordu. « Aux yeux de la loi, c'est parfait. Même le sceau notarié a été copié à l'identique. » Aïssata prit le document et le glissa dans son sac en cuir, puis tendit une dernière liasse de billets à Amadou. « Et si jamais quelqu'un pose des questions, tu ne m'as jamais vu, n'est-ce pas ?» Amadou haussa les épaules. « Je suis un fantôme, madame. » Pendant ce temps, dans sa cachette, Moussa, affaibli par le poids des jours et la violence des vérités qu'il découvrait, se confiait à Boubacar. « Elle prépare quelque chose, j'en suis sûr. Mais je ne peux pas encore réapparaître, pas avant d'être certain de ce qu'elle trame. »« Il te reste une arme, » dit calmement Boubacar. « Ton nom. Elle peut voler tes maisons, tes comptes, même ton héritage, mais elle ne pourra jamais falsifier ton âme. » Moussa baissa la tête. « Mais mon âme est fatiguée, vieux frère. » Puis, soudain, Boubacar reçut un appel anonyme. « Allô ?» La voix au bout du fil était nerveuse, haletante. « Je suis un employé du cabinet d'Amadou. Je ne peux pas me taire. Votre épouse, elle vient de déposer un Nouveau Testament au tribunal de région. Elle a tout changé. Tout lui revient. » Boubacar écarquilla les yeux. « Tu peux me l'envoyer ? Je l'ai scanné en cachette. Je vous l'envoie par WhatsApp. Faites vite. Je crains pour ma vie. » 1 heure plus tard, Moussa tenait entre ses mains la preuve irréfutable de la trahison. Il relut chaque ligne, en silence, ses yeux humides mais secs de colère. Elle a osé. Boubacar lui lança un regard grave. « Que allons-nous faire ?» Moussa se leva lentement, les épaules redressées, le regard dur. « Je vais ressusciter. Et cette fois, ce ne sera pas pour me cacher, mais pour frapper fort. » Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'en exposant Aïssata, il allait aussi dévoiler une vérité beaucoup plus sombre. Une vérité cachée dans le passé. Une vérité qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. 2 jours plus tard, dans une pièce exiguë derrière la grande mosquée de Kumbala, Amadou, le cobra, remit à Aïssata une enveloppe scellée. « Voici le Nouveau Testament », dit-il avec un sourire tordu. « Aux yeux de la loi, c'est parfait. Même le sceau notarié a été copié à l'identique. » Aïssata prit le document et le glissa dans son sac en cuir, puis tendit une dernière liasse de billets à Amadou. « Et si jamais quelqu'un pose des questions, tu ne m'as jamais vu, n'est-ce pas ?» Amadou haussa les épaules. « Je suis un fantôme, madame. » Pendant ce temps, dans sa cachette, Moussa, affaibli par le poids des jours et la violence des vérités qu'il découvrait, se confiait à Boubacar. « Elle prépare quelque chose, j'en suis sûr. Mais je ne peux pas encore réapparaître, pas avant d'être certain de ce qu'elle trame. »« Il te reste une arme, » dit calmement Boubacar. « Ton nom. Elle peut voler tes maisons, tes comptes, même ton héritage, mais elle ne pourra jamais falsifier ton âme. » Moussa baissa la tête. « Mais mon âme est fatiguée, vieux frère. » Puis, soudain, Boubacar reçut un appel anonyme. « Allô ?» La voix au bout du fil était nerveuse, haletante. « Je suis un employé du cabinet d'Amadou. Je ne peux pas me taire. Votre épouse, elle vient de déposer un Nouveau Testament au tribunal de région. Elle a tout changé. Tout lui revient. » Boubacar écarquilla les yeux. « Tu peux me l'envoyer ? Je l'ai scanné en cachette. Je vous l'envoie par WhatsApp. Faites vite. Je crains pour ma vie. » 1 heure plus tard, Moussa tenait entre ses mains la preuve irréfutable de la trahison. Il relut chaque ligne, en silence, ses yeux humides mais secs de colère. « Elle a osé. » Boubacar lui lança un regard grave. « Que allons-nous faire ?» Moussa se leva lentement, les épaules redressées, le regard dur. « Je vais ressusciter. Et cette fois, ce ne sera pas pour me cacher, mais pour frapper fort. » Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'en exposant Aïssata, il allait aussi dévoiler une vérité beaucoup plus sombre. Une vérité cachée dans le passé. Une vérité qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. La nuit tombait sur Kumbala comme un voile de silence. Mais dans l'esprit de Moussa Diabaté, ce n'était plus le temps du deuil. C'était celui du réveil. Il se leva tôt, très tôt, avant l'appel à la prière. Le ciel était encore lourd, chargé de cette atmosphère que seuls les grands bouleversements savent créer. Il enfila un grand boubou blanc, se rasa soigneusement, puis regarda son reflet dans un petit miroir fissuré. « Ce n'est plus l'homme riche qui se lève ce matin, » murmura-t-il. « C'est l'homme brisé, prêt à reconstruire sa vérité. » Avec l'aide de Boubacar, il organisa sa résurrection. Il savait que l'annonce devait être publique, brutale, irréversible.
Il envoya discrètement des invitations anonymes à plusieurs journalistes de la capitale, en leur donnant rendez-vous devant le portail de sa propre villa, 3 jours plus tard. Il prépara aussi un message vidéo, enregistré dans une pièce sombre, son visage mi-caché, sa voix tremblante mais ferme. À ceux qui pleurent ma mort. Je suis vivant. À ceux qui ont tenté de me voler dans l'ombre. Je vous vois. Dans 3 jours, la vérité éclatera. Préparez-vous. La vidéo fut programmée pour être diffusée automatiquement sur ses réseaux sociaux, le jour de l'événement. Pendant ce temps, dans la villa, Aïssata savourait sa victoire. Le faux testament était entre les mains du juge. Les démarches pour la succession avançaient rapidement. Elle avait même contacté un promoteur immobilier pour vendre une partie des terres de Moussa, sous prétexte de réduire les charges familiales. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la caméra installée dans le bureau par Moussa avait tout enregistré. Chaque appel, chaque rendez-vous, chaque mot soufflé dans la pénombre. Tout était conservé dans une petite clé USB que Boubacar portait désormais autour du cou. Et alors que le 3e jour approchait, l'air devenait lourd. Quelque chose se préparait. Un grondement, un tremblement souterrain dans les consciences. Car Koumbala allait assister à un miracle, celui d'un mort, qui revient pour juger les vivants. Et ce retour allait déclencher une tempête que personne ne pourrait arrêter. Le matin du 3e jour arriva avec un ciel voilé, un silence anormal, presque sacré. À Koumbala, tout le monde semblait le sentir. Quelque chose allait se passer. À 9 heures précises, une voiture noire, discrète, s'arrêta devant le portail imposant de la Villa Diabaté. À l'intérieur, 3 journalistes descendaient, surpris. Aucun d'eux ne savait qui les avait convoqués. Ils ne connaissaient que la date, l'heure et l'adresse. Une foule commença à se former, d'abord timide, puis grandissante. Des voisins, des commerçants, des curieux. Qu'est-ce qui se passe? Une cérémonie? On dit que c'est lié à Feu Moussa Diabaté. À l'intérieur de la villa, Aïssata entendait le bruit s'amplifier. Intriguée, elle se dirigea vers le balcon du 1er étage. En bas, des caméras étaient sorties, des micros levés, et au centre de la foule, une silhouette en blanc avançait lentement. Les battements de son cœur s'arrêtèrent net. Non, c'est impossible. La foule se figea. La porte de la villa s'ouvrit dans un grand claquement. Moussa Diabaté apparut. Le silence fut si profond qu'on entendit le vent entre les branches du baobab. Sa barbe rasée, ses yeux déterminés, son palan puissant. Il s'avança jusqu'au seuil du portail, leva la main et dit d'une voix claire. « Je suis Moussa Diabaté. Je ne suis pas mort. Mais aujourd'hui, je viens enterrer les mensonges. » Un cri perça l'air. C'était Fatimata, qui se précipitait vers lui en larmes. « Papa, tu es vivant. Tu es vivant. » Il la serra contre lui, fort, très fort. « Oui, ma fille. Et je suis désolé de t'avoir fait croire le contraire. » Saliou, resté en retrait, s'avança lentement, les yeux humides, puis s'agenouilla devant son père. « Je t'ai haï, puis je t'ai aimé en silence. Pardonne-moi. » Moussa le releva et l'enlaça. « C'est moi qui te demande pardon, fils. » La foule, bouleversée, éclata en murmures. Mais sur le balcon, Aïssata, figée, blême, tremblait. Elle comprenait que tout s'effondrait. Et ce n'était que le début. Moussa se tourna vers les caméras. « Aujourd'hui, je vous montre le vrai visage de ceux qui m'entouraient. Ce que vous allez voir va choquer tout un pays. » Et alors, il brandit une clé USB. La vérité allait éclater. Le silence qui suivit les paroles de Moussa Diabaté était pesant, presque irréel. Tous les regards étaient rivés sur cette petite clé USB noire qu'il tenait dans la main comme une arme. Mais ce n'était pas une arme de sang. C'était une arme de vérité. Moussa se tourna vers tonton Boubacar, posté juste derrière lui avec un petit ordinateur portable. Sans un mot, Boubacar inséra la clé. L'écran géant installé sur la terrasse, prévu pour les cérémonies familiales, fut détourné pour diffuser ce que beaucoup n'auraient jamais cru voir un jour. Les images commencèrent. Premier extrait. Dans le bureau feutré de la villa, on y voit Aïssata, penchée sur la table, parlant à voix basse à un homme masqué. « Je veux un testament où tout m'appartient, dit-elle. Mon mari est vieux, faible, il ne durera pas. » Deuxième extrait. Elle rit, nerveusement. « S'il faut accélérer sa mort, on trouvera un moyen. Mais je ne sortirai pas d'ici les mains vides. » Un frisson parcourut la foule. Des femmes se couvrent la bouche, des hommes murmurent, choqués. Troisième extrait. Une rencontre nocturne entre Aïssata et un juge corrompu. Faites vite. Je veux les papiers avant la fin du mois. À l'écran, les preuves s'enchaînaient. Documents signés, comptes offshore, versements d'argent,
et même des écoutes audio. Tout avait été enregistré. Tout. Puis, Moussa leva la main, et l'écran s'éteignit. Il se tourna vers la foule, puis vers sa femme, toujours figée sur le balcon. Aïssata, je t'ai aimé comme un homme aime une femme qu'il croit être son refuge. Mais tu étais un piège. Tu m'as trahi. Tu as menti à nos enfants. Tu as voulu m'effacer de ma propre histoire. Des sanglots éclatèrent dans le public. Moussa fit signe à un huissier de justice, sortit de la foule avec 2 policiers. Il remit un dossier scellé. Voici les preuves officielles de la tentative de falsification de succession, de tentative d'usurpation et de complot. Je veux que la justice suive son cours. Aïssata, blême, recula. Non, non, ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais juste me protéger. Mais ces mots n'avaient plus aucun poids. Les policiers s'avancèrent. L'un d'eux lui passa les menottes. La foule était figée. Certains pleuraient. D'autres, choqués, prenaient des vidéos. Mais Moussa, lui, restait calme. Il se tourna vers ses enfants. Ce que j'ai découvert ces derniers jours, c'est que la richesse peut attirer les vautours. Mais elle révèle aussi les cœurs sincères. Il regarda Fatimata et Saliou, les yeux pleins de gratitude. Vous êtes mon vrai héritage. Et dans la foule, une voix s'éleva. Moussa Diabaté n'est pas mort. Il vient de renaître. Le soleil brillait haut dans le ciel de Kumbala, mais dans le cœur de Moussa Diabaté, c'était un orage silencieux. Il venait d'exposer la trahison, de dévoiler les mensonges, de faire tomber les masques. Mais ce que personne ne savait, c'est que la douleur d'un homme trahi par sa propre épouse ne disparaît pas devant une foule. La foule s'était peu à peu dispersée. Les caméras étaient rangées. Les cris avaient cessé. Aïssata avait été conduite au commissariat, escortée par la police, le regard vide, le visage ravagé non pas par la honte, mais par la défaite. Elle avait perdu son jeu, et plus encore, elle avait perdu l'homme qu'il avait aimé sincèrement. Moussa s'installa sous le manguier de son enfance, dans la cour de la vieille maison familiale. Ses enfants à ses côtés, il semblait soudain plus humain, plus vulnérable, plus père. Ce que j'ai vécu, dit-il d'une voix basse, c'est comme une mort réelle. J'ai été enterré vivant dans le silence, dans l'oubli, dans la suspicion. Mais aujourd'hui, je veux vivre différemment. Saliou, les yeux encore rougis, s'approcha. Tu n'auras plus besoin de te cacher, papa. Je suis prêt à t'aider, à te servir, à marcher dans tes pas. Mais, pas dans ta douleur. Fatimata prit la main de son père. Et moi, je vais continuer à écrire. Pas seulement sur toi, mais sur les hommes bons qui doutent, qui tombent, mais qui se relèvent. Moussa sourit pour la première fois depuis des semaines. Vous êtes mes piliers. À partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai vous reviendra. Mais pas en un seul instant. Vous devrez le mériter. Car j'ai appris que l'héritage le plus dangereux, c'est celui qu'on donne sans transmission d'âme. Puis, il appela Maître Ndiaye, le notaire loyal, et devant ses enfants, il fit rédiger un nouveau testament. Je lègue à mes enfants la totalité de mon patrimoine. Mais avant d'en disposer, chacun devra accomplir une mission, créer une œuvre utile à la communauté, qu'elle soit sociale, éducative ou culturelle. Car la richesse, sans contribution, n'est qu'une malédiction dorée. Le vieux notaire hocha la tête, ému. Moussa se leva, posa une main sur les épaules de ses enfants, et regarda l'horizon. Le vrai test, ce n'était pas de mourir pour découvrir la vérité. C'était de survivre, après l'avoir connu. Le scandale autour de la résurrection de Moussa Diabaté avait secoué tout le pays. Les journaux titraient « Le milliardaire revenu d'entre les morts pour démasquer la cupidité. Une femme, un empire, une trahison. Quand la fortune révèle les visages. » Mais pour Moussa, le vrai combat ne faisait que commencer. Il savait que réapparaître n'était pas suffisant. Il devait reconstruire ce qu'on avait tenté de lui voler. Pas seulement son nom, ses biens, mais son honneur, sa confiance, sa paix. Il commença par renvoyer la quasi-totalité de son personnel, à l'exception de ceux dont la loyauté s'était révélée dans l'épreuve. Il ferma certains comptes, annula plusieurs contrats, et confia à Saliou la direction temporaire de ses affaires, sous la surveillance stricte de Maître Ndiaye et de Boubacar. Mais avant tout, il fit quelque chose que peu attendaient. Il alla voir la famille d'Aïssata. Sous les regards méfiants et honteux de ses anciens beaux-frères, il s'assit, le visage calme, la voix posée. Je ne viens pas pour envenimer les choses. Je viens pour dire une vérité simple. Je ne veux pas que vos enfants, mes neveux, mes nièces, grandissent avec la tache d'un nom sali. Aïssata a trahi, oui. Mais je refuse que vous portiez la honte de ses choix. Un silence respectueux suivit. L'un des anciens oncles murmura. Tu es plus noble que nous ne le méritons. Ce n'est pas de la noblesse, répondit Moussa. C'est la paix que je cherche.
De retour chez lui, il prit une décision difficile. Il alla voir Aïssata en prison. Pas pour lui crier dessus, pas pour la maudire, mais pour comprendre. Face à lui, derrière la vitre, elle n'était plus que l'ombre de la femme qu'il avait connue. Elle pleurait, mais pas de remords, de perte. Pourquoi? Demanda-t-il simplement. Elle baissa les yeux. Parce que j'avais peur. Peur de finir invisible dans ton ombre. Peur que tu ne m'aimes plus comme avant. Et j'ai voulu exister à ma manière. En me détruisant, en croyant que j'étais la victime, alors que j'étais devenu le bourreau. Il la regarda longuement, puis dit « Je ne t'ai pas. Je te pardonne. Mais je ne t'oublierai jamais. » Et sans un mot de plus, il se leva et sortit. Car le pardon, chez Moussa, était une force. Mais l'oubli, un luxe qu'il n'avait plus. Le pardon accordé par Moussa Diabaté ne fut pas un acte faible. Ce fut un acte de puissance intérieure. Car ceux qui ont le cœur brisé savent que le vrai courage, ce n'est pas de se venger. C'est de ne pas devenir ce qu'on a subi. Et désormais, Moussa ne voulait plus construire pour lui seul. Il voulait transmettre. Éduquer. Planter des graines. Il rassembla ses enfants dans l'ancien verger de son père, à l'arrière du domaine familial. Les manguiers y poussaient encore, fiers, enracinés comme des sages silencieux. Ici, leur dit-il, j'ai appris à rêver. Aujourd'hui, je veux que vous y bâtissiez des œuvres durables. Pas des entreprises de luxe. Pas des tours d'acier. Mais des choses qui guérissent les gens. Il se tourna vers Fatimata. Toi, tu écris avec ton cœur. Tu ouvriras ici la première bibliothèque communautaire de Koumbala. Tu y mettras tes poèmes, mais aussi les récits des anciens, des enfants, des oubliés. Puis vers Saliou. Tu es juste. Tu es fort. Tu bâtiras un centre d'aide juridique pour les pauvres, pour qu'aucun homme ou femme ne soit un jour volé parce qu'il ne sait pas lire un contrat. Les deux jeunes hochèrent la tête, émus. Et toi, papa? Demanda Fatimata. Tu vas faire quoi, maintenant? Il sourit. Je vais faire ce que je n'ai jamais eu le temps de faire. Vivre. Être un homme simple. Un père. Un ami. Et chaque matin, je viendrai planter un arbre ici. Un par jour. Jusqu'à ma dernière respiration. Le lendemain, le premier arbre fut planté. Il portait une plaque en bois gravé. À la mémoire de la vérité. Et dès le jour suivant, des enfants du village commencèrent à venir. D'abord par curiosité, puis avec des livres, des sourires, des rêves. La rumeur s'était répandue comme un parfum dans l'air. Le milliardaire qui était mort est revenu, pour faire pousser des âmes. Mais au loin, dans les ruines de son ancien monde, une dernière menace rôdait. Car un ennemi silencieux, lié au passé trouble de ses affaires, avait appris le retour de Moussa. Et il n'allait pas rester inactif. Alors que Koumbala goûtait à la renaissance d'un homme et à l'éclosion d'un rêve, dans les profondeurs de la capitale, une silhouette tapie dans l'ombre ruminait vengeance. Son nom était peu connu du grand public, mais dans le monde des affaires troubles, Cierno Cassé était un nom que l'on prononçait à voix basse. Ancien partenaire de Moussa, ex-associé dans les premières mines d'or illégales de la région nord, il avait été écarté brutalement par Moussa lorsque celui-ci avait décidé de se redresser et de légaliser tout son empire. Mais Cierno ne l'avait jamais oublié. Quand il apprit, par la presse et les rumeurs d'entrepreneurs, que Moussa Diabaté était vivant, qu'il avait repris les rênes de son héritage, il vit rouge. Il est revenu. Et tout le monde l'acclame. Ce faux saint. Après m'avoir trahi, rugit-il, brisant son verre de whisky. Dans un bureau sombre, il réunit ses hommes de main. Parmi eux, d'anciens contremaîtres, des avocats corrompus, et même des officiers à la retraite. Je ne veux pas seulement le salir. Je veux qu'il retombe. Qu'il perde ce qu'il a reconstruit. Et cette fois, je veux qu'il reste enterré pour de bon. Il activa alors une vieille stratégie, ressortir les fantômes des dossiers interdits. Cierno détenait encore des preuves compromettantes sur les débuts de fortune de Moussa. Des accords signés à l'époque où Moussa, jeune et affamé, avait pris des raccourcis dangereux pour bâtir son empire. Tout homme riche a des fissures, dit-il. Et je vais élargir les siennes jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. De son côté, Moussa poursuivait sa reconstruction sans soupçonner que le danger approchait. Il avait inauguré la bibliothèque de Fatimata avec une cérémonie simple mais émouvante. Des enfants lisaient, des vieillards racontaient des contes. Et dans le regard de sa fille, il voyait l'avenir. Mais ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva une enveloppe déposée discrètement sur son bureau. Il l'ouvrit, et son visage se figea. À l'intérieur, une copie d'un ancien contrat illégal, signé de sa main. Et une simple note. Les morts ne reviennent pas deux fois. Moussa s'assit. Ses mains tremblaient. Le passé revient, murmura-t-il. Et il savait, dans ce moment précis,
que la deuxième bataille allait être plus rude que la première. Car cette fois, ce n'était plus une femme qu'il devait affronter, mais lui-même. Toute la nuit, Moussa Diabaté resta assis devant cette feuille de papier, ce contrat vieux de plus de 20 ans. Les chiffres flous, les signatures hâtives, les initiales qu'il reconnaissait malgré le temps, la preuve d'un passé qu'il pensait enterré. Il revoyait tout, ses débuts dans les affaires, les nuits sans sommeil, les transactions à l'abri des regards, les compromis faits en attendant mieux. Et surtout, ce pacte secret avec Cierno Cassé, qu'il avait ensuite rompu brutalement pour bâtir un empire propre. Boubacar arriva à l'aube, une thermos de café à la main. « Tu n'as pas dormi ? Je crois que je viens de recevoir le coup le plus dangereux de ma vie, » répondit Moussa d'une voix rauque. Il lui tendit l'enveloppe. Boubacar la lut, ses traits se durcirent. « Cierno. Oui. Il veut m'abattre, non pas avec la force, mais avec la vérité. Ma vérité. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? » Moussa se leva lentement. « Je vais l'affronter. Mais pas dans l'ombre. Pas avec des avocats ou des mensonges. Je vais parler. En public. Je vais confesser mon passé. Avant qu'il ne le fasse à ma place. » Boubacar écarquilla les yeux. « Tu vas t'accuser toi-même ? » ?»« Oui. Parce que si je dois tomber, je veux choisir la manière dont je tombe. Et si je dois rester debout, ce sera en tant qu'homme, pas en tant qu'image. » Le soir même, Moussa convoqua une conférence de presse à Koumbala, dans la grande salle communautaire récemment rénovée par Saliou. La foule se pressait. Les journalistes s'installaient. La tension était palpable. Et puis, il monta sur scène. Pas de costume. Pas de cravate. Juste un simple boubou, blanc comme le silence. Il prit le micro, respira profondément, et dit « Mon nom est Moussa Diabaté. Vous m'avez vu mourir. Puis revenir. Mais aujourd'hui, je viens vous raconter ce que vous ne savez pas. La vérité. Toute la vérité. » Il raconta ses débuts illégaux, ses erreurs, ses faiblesses. Comment il avait, à un moment de sa vie, sacrifié son intégrité pour survivre. Comment il avait voulu ensuite réparer, mais sans jamais oser affronter le regard du peuple. « Je n'ai jamais blanchi ces années, » dit-il. « J'ai juste tenté de les oublier. Mais un homme ne peut pas construire un avenir sur un passé qu'il nie. » Silence total. Puis, dans la foule, une femme se leva. Elle portait un foulard simple, une voix tremblante, mais forte. « Tu as menti. Tu as volé. Mais aujourd'hui, tu es le seul riche que j'ai vu demander pardon. Pour moi, tu es debout. » Et une salve d'applaudissements éclata. Car dans cette salle, l'humanité venait de triompher de l'orgueil. Mais dans l'ombre, Cierno regardait l'écran d'un téléphone, le visage crispé. « Très bien. Tu veux jouer la transparence ? Je vais te forcer à ouvrir la dernière porte. Celle que tu n'as jamais osé franchir. » Quelques jours après la conférence de presse bouleversante de Moussa Diabaté, une onde de respect traversa tout le pays. Des articles élogieux, des témoignages d'anciens employés, des enfants inspirés par son courage. On ne parlait plus seulement d'un homme riche, mais d'un homme vrai, humble, racheté par la vérité. Mais pendant que le peuple saluait son retour, Cierno Cassé, dans l'ombre, préparait son dernier coup. « Tu crois que te confesser t'a sauvé ? Tu as seulement ouvert une porte, Moussa. Et maintenant, tu vas devoir regarder ce que tu as toujours fui. » Il appela un vieil homme, silencieux, marqué par le temps. C'était Bakari, un ancien chef de chantier dans une des premières mines de Moussa. « Tu as encore ce dossier ? » demanda Cierno. Bakari sortit une chemise usée. À l'intérieur, des photos, des rapports médicaux, un nom oublié et une histoire étouffée. De son côté, Moussa s'occupait du centre juridique que Saliou venait d'ouvrir. Chaque jour, des dizaines de personnes venaient demander conseil, de l'aide, un espoir. Mais ce matin-là, un jeune homme inconnu attendait devant la grille. Il portait un sac en toile et des yeux pleins de questions. « Je m'appelle Idriss », dit-il timidement à l'accueil. « Je viens de la région de Tambaga. Et je crois que Moussa Diabaté est mon père. » Le message parvint à Moussa en début de soirée. Il pensa d'abord à une erreur, une tentative d'extorsion, mais il ne pouvait ignorer ce prénom. Car dans sa jeunesse, lors d'un séjour dans le Nord, il avait connu une femme. Une relation courte, intense et brisée. Il fit venir le jeune homme. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à face, le silence fut plus lourd que 1000 paroles. « Ta mère s'appelait Memouna, » dit Idriss. « Elle est morte quand j'avais 8 ans. Elle m'a laissé une lettre. Elle disait que mon père était un homme bon, mais trop fier pour assumer. » Il tendit une lettre jaunie, écrite de la main tremblante d'une femme mourante. Moussa la lut. Et son monde bascula. Il s'écroula sur une chaise,
les mains sur le visage. Je l'ai abandonnée. Elle m'a aimé, et j'ai fui. Le dernier secret, celui qu'il avait enterré sous 1000 couches de travail, de gloire, de silence, venait de ressurgir. Fatimata et Saliou, présents, restèrent silencieux. Puis Fatimata s'approcha du jeune Idriss, le prit dans ses bras. « Si tu es notre frère, alors tu es chez toi ici. » Moussa, en larmes, leva les yeux vers lui. « Je t'ai manqué toute ta vie. Tu viens de me sauver la mienne. Pardonne-moi, mon fils. » Mais pendant que cette vérité réunissait une famille, Cierno préparait la dernière attaque, un procès public, pour exploitation illégale, falsification, et surtout, reconnaissance tardive de paternité dans une affaire de succession. Car le passé ne meurt jamais. Le lendemain de la révélation, les journaux éclatèrent d'un nouveau scandale. Un fils oublié, Moussa Diabaté au cœur d'une tempête judiciaire. Une paternité cachée, et un empire menacé. Quand les héritages se déchirent, les familles tombent. Cierno Kassé, fidèle à son venin, avait déposé une plainte officielle, non pas pour faire reconnaître Idriss, mais pour le retourner contre son père. Dans sa requête, il accusait Moussa de paternité dissimulée, non-déclaration d'enfant légitime et violation du code successoral. Il espérait ainsi bloquer la transmission de l'héritage et semer la discorde entre les enfants. Le pays entier retint son souffle, le procès serait public. Dans la maison familiale, l'ambiance était pesante. Moussa, affaibli par l'enchaînement des chocs, restait silencieux. Il regardait ses enfants, désolé de leur imposer une guerre qu'il avait lui-même causée, sans le vouloir. Mais ce fut Idriss, le plus jeune, le plus calme, qui prit la parole. « Je ne veux rien. Ni terre, ni maison, ni or. Je suis venu pour connaître mon père, pas pour voler mes frères. Je témoignerai pour toi, pas contre toi. » Saliou s'approcha de lui tendit la main. « Tu n'es pas un voleur. Tu es l'un de nous. Et personne ne déchirera cette famille, même pas un démon du passé. » Fatimata, les larmes aux yeux, sourit. « On est 3 maintenant. 3 racines d'un même arbre. » Le jour du procès, la salle du tribunal régional était pleine à craquer. Hommes d'affaires, journalistes, citoyens, tous étaient là. Moussa entra, droit mais marqué. Il était défendu par Maître Ndiaye, l'homme fidèle de toujours. Cierno était là aussi, glacial, rusé, déterminé à l'abattre. Quand ce fut au tour de Moussa de parler, il se leva, regarda le juge dans les yeux, puis se tourna vers la foule. « Oui, j'ai eu un enfant dont je n'ai pas reconnu l'existence. Oui, j'ai fui cette vérité. Pas par mépris, mais par peur. Et aujourd'hui, je suis ici non pour nier, mais pour assumer. » Puis Idriss fut appelé à la barre. Il déclara calmement. « Je suis venu pour retrouver un père. Je ne lui réclame rien. S'il veut me donner un nom, un regard, une place dans son cœur, ce sera assez. Ce procès n'est pas le mien. C'est celui d'un homme courageux qu'on veut faire tomber une deuxième fois. » Le juge resta silencieux un instant. Puis il déclara. « Il n'y a pas de crime à reconnaître tardivement l'amour quand on le fait avec sincérité. » Le tribunal refusa la demande de suspension d'héritage. L'union familiale fut confirmée. Et Cierno perdit la partie. Mais dans l'ombre, il ne comptait pas s'arrêter là. Car les hyènes ne s'arrêtent jamais à la première morsure. Après le verdict du tribunal, un soulagement général traversa Koumbala. Le nom de Moussa Diabaté était lavé une seconde fois. Et cette fois, c'était non pas la justice seule qui avait parlé, mais le peuple entier qui l'avait défendu. Dans les rues, on parlait de lui comme d'un sage revenu de l'enfer, un homme tombé plusieurs fois mais jamais resté au sol. Le centre juridique de Saliou était désormais un modèle pour toute la région. La bibliothèque de Fatimata ne désemplissait pas, et Idriss venait d'ouvrir une petite école artisanale pour les orphelins du Nord. Mais dans les couloirs d'un hôtel abandonné de la capitale, Cierno Kassé rongeait son dernier espoir. « Tu m'as humilié devant tout un pays, mais je ne te laisserai pas mourir en paix, » murmura-t-il dans la pénombre. Il appela un homme que même les criminels respectaient, colonel Sékou, ancien officier de l'armée, reconverti dans les affaires sales. Ils se connaissaient depuis la guerre civile. 2 loups d'une même meute. « Tu veux qu'ils disparaissent ?» demanda Sékou, froidement. « Non, pas physiquement. Je veux qu'ils tombent aux yeux de ceux qu'il aime. Je veux qu'ils redeviennent poussière, dans les cœurs. Tu parles de briser sa famille. Je parle de lui faire perdre ce qu'il a regagné. L'honneur, la paix, l'amour. » Sékou esquissa un sourire sinistre. « Je connais ses faiblesses. Et cette fois, on ne va pas viser ses biens, mais ses enfants. » De retour à Koumbala, Fatimata reçut un mail étrange.
L'expéditeur était inconnu, mais le contenu glaçant. Tu ne connais pas toute la vérité sur ton père. Bientôt, tu sauras. Prépare-toi à choisir entre le sang et la justice. Puis ce fut Saliou, qui reçut un colis anonyme. À l'intérieur, une clé USB. Il hésita à l'ouvrir, mais céda. Un vieux enregistrement vidéo apparut. On y voyait Moussa, jeune, donner un ordre dans un chantier illégal, sous une pluie battante. Des hommes fuyaient, des cris, des armes. Saliou resta figé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et enfin Idriss, de son côté, découvrit dans sa boîte aux lettres un article vieux de 20 ans, parlant d'un éboulement dans une mine clandestine. Le nom de sa mère y figurait, comme témoin ayant refusé de coopérer avec les autorités. Dans les jours qui suivirent, un froid s'installa dans la maison familiale. Les 3 enfants, d'habitude si unis, s'éloignaient, chacun envahi de doutes. Moussa le sentait, mais ne comprenait pas encore. Il croyait au repos, sans savoir que la vraie guerre venait de commencer. Et dans l'ombre, Cierno regardait les premières fissures apparaître. L'arbre ne meurt pas du coup de hache. Il meurt de la pourriture qu'on glisse dans ses racines. Dans la grande maison diabatée, l'atmosphère s'était alourdie, imperceptiblement d'abord, puis de façon presque étouffante. Ce qui autrefois n'était qu'harmonie fraternelle devenait désormais silence, soupçon, murmure. Fatimata ne posait plus de questions à son père comme avant. Elle l'observait, distante, comme si chaque sourire qu'il lui offrait devait être vérifié, pesé, analysé. Saliou, lui, se montrait tendu. Il évitait les repas en commun, passait de longues heures seul dans son bureau du centre juridique. Quant à Idriss, bien qu'il restât le plus calme, il s'était mis à fouiller les archives de sa mère, à relire chaque lettre, chaque nom, chaque date, en quête d'un éclaircissement qu'il redoutait. Moussa, au milieu d'eux, sentait tout cela. Il n'avait pas encore vu les messages, les vidéos, les articles qu'ils avaient reçus. Mais il reconnaissait le regard du doute, ce regard qu'on adresse à un étranger. Une nuit, il convoqua ses 3 enfants sous le manguier. Il les regarda longuement. Quelque chose vous tourmente. Je le vois. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le sens. Un silence pesant. Puis Saliou se leva, sortit la clé USB et la tendit à son père. Regarde. Et dis-nous si tu reconnais l'homme que tu étais. Moussa prit la clé. Boubacar, qui était présent, hocha la tête lentement. Il est temps, Moussa. Tu ne peux plus fuir. Ils insérèrent la clé dans l'ordinateur. L'écran s'alluma. L'enregistrement démarra. Une nuit de tempête. Une mine. Des ouvriers sans casque, épuisés. Et Moussa, plus jeune, criant des ordres pour accélérer l'extraction, malgré les avertissements de sécurité. Des cris. Un éboulement. Le chaos. À la fin de la vidéo, silence total. Moussa, le souffle coupé, ferma les yeux. C'était la pire nuit de ma vie. Je n'ai pas écouté. J'ai ordonné. Et des hommes sont morts. Des pères. Des frères. Je voulais réussir. Et j'ai marché sur des tombes. Fatimata, en larmes, murmura. Et cette femme dans l'article, la mère d'Idriss. Pourquoi n'as-tu jamais parlé de ça? Parce que j'avais honte. Parce que je voulais enterrer ce que j'avais fait de pire, et ne garder que ce que j'étais devenu. Idriss, lui, se leva calmement. J'ai lu que ma mère t'avait supplié d'arrêter. Et que tu avais refusé. Elle a fui, et tu ne l'as jamais rejointe. Moussa hocha la tête, les larmes aux yeux. Je l'ai perdu, comme j'aurais pu vous perdre, tous les 3. Il tomba à genoux, le front contre le sol. Je n'ai rien à cacher désormais. Si vous voulez me juger, faites-le. Je n'ai plus rien à défendre, si ce n'est mon amour pour vous. Un silence lourd tomba à nouveau. Puis Fatimata s'agenouilla et le serra dans ses bras. Tu as fait des erreurs, papa. Mais tu n'as jamais cessé de les porter. Saliou posa une main sur son épaule. Les fautes du passé ne doivent pas écraser l'avenir. Idriss, les yeux brillants, conclut. On ne choisit pas ce qu'on hérite. Mais on choisit ce qu'on en fait. Et dans l'ombre, Cierno Cassé, qui avait payé pour semer la haine, assista à l'échec de son dernier piège. Car parfois, la vérité, aussi dure soit-elle, n'éteint pas l'amour, elle l'épure. Pour la première fois depuis des semaines, le silence dans la maison diabatée fut un silence doux, un silence de vérité assumée. Rien n'avait été effacé, ni les fautes, ni la douleur. Mais tout avait été nommé, et cela avait libéré des âmes. Les enfants s'étaient réunis. Ils avaient lu les lettres oubliées, regardé les vieilles photos, écouté Moussa parler, non plus en patriarche, mais en homme nu, vulnérable, brisé et sincère. Le lendemain, Moussa convoqua une réunion publique à la bibliothèque communautaire. Pas pour se justifier,
cette fois. Mais pour offrir à d'autres ce qu'ils n'avaient pas eu. Un lieu où les fautes peuvent se dire sans peur, où les blessures peuvent guérir par les mots. Il lança un projet intitulé « Le Cercle de la Vérité ». Un espace ouvert où anciens criminels, enfants de la rue, mères seules, anciens détenus pouvaient venir raconter leur histoire et commencer à reconstruire. Un homme n'est pas ce qu'il cache. Il est ce qu'il ose affronter, déclara-t-il devant une foule émue. Pendant ce temps, dans les rues de la capitale, la réputation de Cierno Cassé s'effondrait comme un château de sable sous la pluie. Des journalistes s'étaient mis à enquêter sur ses propres débuts. Ils découvrirent qu'il était l'un des commanditaires des éboulements meurtriers dans d'autres mines. Des témoins oubliés, d'anciens ouvriers mutilés, tous commencèrent à parler. Et comme une ironie du destin, ce fut la vérité de Moussa qui fit tomber Cierno. Un mandat d'arrêt fut lancé contre lui pour détournement, menace, association de malfaiteurs. Le prédateur de l'ombre, si sûr de lui, se retrouva traqué, isolé, effacé par la lumière qu'il avait lui-même provoquée. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur Kumbala, Moussa s'assit devant la tombe de sa mère. Il y déposa 3 objets. 1. Une lettre de Fatimata, manuscrite, pleine d'amour. 2. Un stylo de Saliou, symbole de justice. 3. Une pierre sculptée par Idriss, portant une inscription « La peine est de l'aveu ». Puis il murmura « Maman, ton fils a erré. Ton fils a chuté. Mais ton fils s'est relevé. Et désormais, il marche vers la fin, en regardant le ciel et non l'or. Et derrière lui, ses enfants, debout, côte à côte, le regardaient en silence. Plus qu'un père. Il voyait un homme vrai. Mais avant de tourner définitivement la page, il restait une dernière vérité à dire. Une vérité que Moussa gardait pour lui seul depuis toujours. Un secret qui remontait à sa naissance même. Les jours passèrent à Kumbala, baignés d'un vent léger et d'une paix nouvelle. Le nom de Moussa Diabaté était désormais associé à la rédemption, à la vérité, à l'amour reconstruit. Les enfants du village chantaient des chansons à son honneur. Les anciens le citaient dans les veillées. Les femmes racontaient son histoire comme on raconte un conte d'avertissement et d'espoir. Mais dans le cœur de Moussa, il restait une vérité, la plus ancienne de toutes. Un secret dont même Boubacar n'avait jamais entendu parler. Un secret que seul son père adoptif, aujourd'hui disparu, lui avait murmuré une nuit, et qu'il n'avait jamais osé révéler. Ce soir-là, alors que ses enfants étaient rassemblés autour du feu, il leur demanda, calmement, « Je veux vous raconter, d'où je viens vraiment. » Ils se regardèrent, intrigués. « Vous savez que j'ai été élevé par Papa Diabaté, dit-il. Mais ce que vous ignorez, c'est que je ne suis pas son fils de sang. » Un silence lourd tomba. J'ai été trouvé, abandonné, dans un champ, au petit matin, enveloppé dans un pagne, sans nom, sans trace. C'est votre grand-père qui m'a recueilli. Il m'a élevé comme son propre fils. Il m'a donné son nom, son toit, son pain et son silence. Fatimata, bouleversée, murmura. « Mais alors, tu n'as jamais connu ta mère ? » Non. Pas même son visage. Pas même son nom. J'ai grandi avec une douleur que je n'osais pas nommer, celle de ne pas savoir d'où je venais. Peut-être étais-je le fruit d'un amour interdit. Peut-être d'un viol. Peut-être d'un abandon forcé. Je ne sais pas. Et j'ai passé ma vie à compenser ce vide. Par la richesse. Par le pouvoir. Par le contrôle. Il marqua une pause, puis les regarda un à un. Mais vous m'avez montré que la vérité, même douloureuse, vaut mieux que le silence doré. Je suis né dans l'oubli. Et aujourd'hui, grâce à vous, je meurs dans la lumière. Les 3 enfants se levèrent en silence. Ils vinrent l'entourer. Le prendre dans leurs bras. Tu n'as pas eu de racines, dit Saliou. Mais tu en as planté des milliers. Tu n'as pas connu ta mère, ajouta Fatimata. Mais tu es devenu père de cœur. Tu n'as pas eu de nom à la naissance, conclut Idriss. Mais aujourd'hui, tu es le nom que les gens murmurent avec respect. Et dans la nuit paisible de Kumbala, une larme coula sur la joue de Moussa. Non de douleur, mais de paix. Il n'était plus l'enfant abandonné. Il n'était plus le milliardaire traqué. Il était l'homme guéri. Depuis cette nuit d'aveu, Kumbala n'était plus tout à fait la même. Les enfants du village ne rêvaient plus seulement de fortune, mais de sagesse. Les anciens, d'habitude silencieux, prenaient la parole pour raconter leurs erreurs et leur renaissance. Et tout cela, parce qu'un homme, autrefois intouchable, avait osé se mettre à nu. Moussa, lui, semblait allégé. Comme si le poids de toute une vie s'était enfin dissipé. Il ne vivait plus dans la grande villa, qu'il avait donnée à une fondation pour enfants démunis. Il s'était installé dans une petite case en banco, au bord du fleuve, là où le vent emportait les regrets et où la terre restituait la paix. Chaque matin,
Il plantait un arbre dans le jardin communautaire. Chaque soir, il écrivait une lettre, à ses enfants, à son père adoptif, à sa mère inconnue, à lui-même. Mais un jour, il convoqua Fatimata, Saliou et Idriss pour leur remettre 3 coffrets en bois, tous identiques. Ceci, leur dit-il, n'est pas un héritage matériel. Ce sont les dernières clés de ce que je suis. Ils ouvrirent. Dans chaque coffret, un simple objet. Pour Fatimata, une plume en or, ayant appartenu à un griot légendaire. Pour Saliou, une petite balance ancienne, symbole de justice traditionnelle. Pour Idriss, une pierre gravée, trouvée dans la mine où Moussa avait presque tout perdu. Je vous lègue ce que j'aurais voulu recevoir enfant, une direction, une trace, une essence. Le reste, vous le construirez vous-même. Puis il ajouta, les yeux brillants. Quand je partirai, je ne veux ni cercueil doré, ni pleurs interminables. Je veux qu'on dise simplement. Il a connu l'ombre, et il a choisi la lumière. Fatimata, émue, déclara. Papa, tu es notre plus grand livre. Et ce livre, on va l'ouvrir pour les autres. Dans les semaines qui suivirent, les 3 enfants lancèrent la Fondation Diabaté, pour les enfants sans origine. Une école, un orphelinat, un centre de soins, un espace de parole pour les enfants abandonnés, errants, sans papier. Le premier mur de l'école portait une phrase, gravée dans le béton. On n'a pas besoin d'un passé pour mériter un avenir. Mais alors que tout semblait accompli, une dernière lettre arriva. Un courrier vieux de 30 ans, retrouvé dans les archives d'un vieil hôpital. Destinataire, à remettre au nom que portera l'enfant abandonné du champ de Kumbala. L'expéditeur, une femme. Signée, Maïmouna. La lettre, scellée et fragile, était arrivée à destination alors que Moussa avait trouvé une paix nouvelle. Mais une partie de lui savait que ce dernier secret, celui de sa naissance, restait un poids qui finirait par éclater. Fatimata, Saliou et Idriss étaient là, dans le petit salon de la maison de Kumbala, quand la lettre fut ouverte. Leurs regards se croisèrent, partagés entre l'appréhension et l'espoir d'une ultime vérité. Moussa, les mains tremblantes, déplia le papier. Il lut lentement, les yeux fixés sur les mots. « Mon fils, j'espère qu'un jour tu trouveras la paix. Tu es né sous un ciel sans étoiles, mais ton âme est aussi grande que la mer. Je suis ta mère, Maïmouna. Je t'ai laissé là, dans ce champ, pour une raison. Je savais que tu devais être libre. Je savais que tu devais grandir loin de moi, pour devenir celui que tu es aujourd'hui. Mais sache une chose, mon fils, et prends cette vérité avec toi. Tu n'es pas le fils d'un homme ordinaire. Tu es le fils d'un homme important, le fils du roi de Kumbala. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. » Le silence qui suivit fut profond. Aucun des enfants n'osa parler. Fatimata, Saliou et Idriss observaient leur père, les yeux pleins de questions. Moussa posa la lettre sur la table, son esprit envahi par une tempête de souvenirs et de révélations. Le roi de Kumbala, murmura-t-il. J'ai toujours cru que mes racines étaient celles d'un homme simple, sans passé. Mais ce passé, ce roi, tout cela, fait partie de moi. Saliou, le plus pragmatique, se leva et alla vers la fenêtre. Il fixa l'horizon, pensif. Cela signifie que, tu es un héritier d'une lignée royale? Mais pourquoi te cacher? Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Moussa se leva à son tour, et les 3 enfants s'approchèrent. Il les regarda, puis baissa les yeux. Parce que j'ai craint cette lignée. Parce que je savais que si je suivais ce chemin, je serais l'esclave d'un nom, et non un homme libre. Je savais qu'il me faudrait choisir entre ma famille et mon héritage. Et j'ai choisi la liberté. Il se tourna vers Idriss, son fils biologique, et le regarda intensément. Mais toi, mon fils, tu as le droit de savoir. Et le royaume que tu portes en toi, je ne peux pas le cacher plus longtemps. Peut-être qu'un jour, il sera à toi, mais ce que tu choisiras d'en faire, sera ta propre vérité. Idriss, d'un calme absolu, répondit. Je ne suis pas venu chercher un trône, papa. Je suis venu chercher un père. Et c'est toi qui m'as montré la voie, pas un nom. Les 3 enfants se regardèrent. Ils avaient compris. Peu importe les racines. Peu importe le royaume perdu. Ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Moussa sourit, un sourire pur, débarrassé de tout fardeau. Il n'avait plus de royaume, de trône ou d'héritage à revendiquer. Mais il avait une famille, un amour qui ne dépendait ni de l'or ni de la noblesse. Il se tourna vers le jardin, où les arbres qu'il avait plantés grandissaient, et il murmura, comme une promesse à la terre. L'héritage invisible est celui qui dure. Et j'ai planté ce que j'avais de plus précieux. Les jours suivants, Moussa Diabaté se fit plus présent que jamais dans la communauté.
Son histoire fut racontée non pas comme celle d'un roi déchu, mais comme celle d'un homme devenu sage par les épreuves, par la vérité, et par le courage de se réinventer. Le royaume de Kumbala, celui des racines perdues et des secrets révélés, se reconstruisit à travers les gestes d'amour et de générosité de Moussa et de ses enfants. Et à chaque arbre planté, à chaque parole prononcée, il bâtissait un empire invisible, fondé non sur le pouvoir, mais sur la vérité, le respect et l'humanité. Le nom de Moussa Diabaté, autrefois synonyme de richesse et de mensonge, devenait désormais celui de l'espoir, de la rédemption et de l'héritage intérieur. Le vrai royaume de Kumbala n'était pas celui d'un trône doré, mais celui du cœur.